Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous saluer toutes les personnes qui se sont connectées pour venir écouter un exposé sur la colonne Trajane. La colonne Trajane, qui est donc un monument antique très connu, qui a été bâti dans le centre de la ville de Rome dans l'Antiquité et qui existe encore au même endroit aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la colonne Trajane, c'est que c'est un monument très ancien qui date du début du deuxième siècle après Jésus-Christ et qui est aujourd'hui en assez bon état pour un monument aussi ancien, alors que les bâtiments qui se situaient autour, j'expliquerai que la colonne Trajane se situait à l'intérieur d'un ensemble architectural qu'on appelle le Forum de Trajan, et de ce Forum de Trajan, il ne reste quasiment rien. La colonne Trajane, elle, est en bon état. Ça, c'est déjà un premier paradoxe qu'il va falloir essayer de comprendre et essayer de résoudre. Cette colonne Trajane, nous l'avions déjà rencontrée dans une précédente conférence, un précédent exposé il y a quelques années, dans la série sur les promenades dans la Rome antique. Il y avait une vidéo sur les forums. Et j'avais insisté sur la notion de forum, j'avais présenté les différents forums, et notamment les forums impériaux, parmi lesquels il y a le forum de Trajan et l'ornement du forum de Trajan et la colonne Trajane. Donc, nous en avons déjà parlé un peu, mais aujourd'hui, je vais insister sur la colonne Trajane qui mérite une étude détaillée. Alors, ce que l'on peut dire de la colonne Trajane, donc, que c'est un monument qui est connu depuis toujours, puisqu'il n'a jamais bougé de l'endroit où il se trouve et qui n'a jamais été restauré, il est dans l'état d'origine. C'est un monument qui a toujours impressionné ceux qui l'ont regardé, parce qu'aujourd'hui, la colonne se dresse dans une sorte de splendide isolement dans les ruines du Forum de Trajan, comme on le voit sur cette image. C'est une colonne qui est donc très bien connue et qui, depuis toujours, a impressionné notamment les potentats, les détenteurs d'un pouvoir, qui ont euh, vu dans la colonne Trajane une sorte d'affirmation du pouvoir d'un empereur romain que l'on pouvait éventuellement imiter. Et il y a plusieurs imitations de la colonne Trajane en Europe. On peut les voir, les repérer facilement. Et en France, par exemple, il y en a plusieurs aussi. Il y en a une notamment qui est la colonne Vendôme à Paris. Cette colonne Vendôme qui date de l'époque de Napoléon Ier, donc au début du 19e siècle, et qui a été construite à l'imitation de la colonne Trajane. Alors, mon but n'est pas de parler de la colonne Vendôme, bien sûr, mais de parler de la colonne Trajane. Et donc, je dirais que cette colonne est connue depuis longtemps, elle a été examinée, étudiée, elle a été dessinée depuis longtemps, et on en a réalisé des copies selon différentes modalités. Vous avez en bas à gauche de l'image un tirage en galvanoplastie qui a été réalisé sous le Second Empire et qui est donc présenté au musée des Antiquités, musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez au centre de l'image le tirage en plâtre qui a été réalisé donc au 19e siècle et qui est visible au Victoria and Albert Museum à Londres. La colonne a été coupée en deux de manière à ce qu'on puisse mieux voir les reliefs, surtout dans la partie haute de la colonne. Et puis, sur la partie droite de l'image, vous avez donc la photo de la colonne Trajane originale, mais à Rome, il y a plusieurs exemplaires, plusieurs copies de cette colonne Trajane, par exemple au musée de la civilisation romaine. Et on peut voir ces copies, enfin, quand le musée de la civilisation romaine est ouvert, ce qui n'est pas le cas depuis des années. Il y a même une copie intégrale de la colonne Trajane à Bucarest, en Roumanie. Et comme nous le verrons, ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'il y a un lien direct entre la colonne Trajane et la Roumanie. Je procéderai de manière relativement simple en présentant d'abord ce que c'est que la colonne Trajane. Comment peut-on comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle signifie? Euh, la première remarque que l'on peut faire, c'est que la colonne elle-même nous donne des indications sur ce qu'elle est, sur le moment où elle a été bâtie et sur l'intention qui a animé ceux qui l'ont construite. C'est ce que nous indique l'inscription qui figure au-dessus de la porte. Il y a une porte pour la colonne Trajane parce qu'il y a un escalier à l'intérieur qui permet d'accéder à la plateforme sommitale. Et donc cette inscription qui est fixée sur le socle de la colonne Trajane, c'est une très belle inscription romaine, donc un très beau morceau d'épigraphie qui présente un certain nombre de mots qui pour la plupart sont en abrégé
et le tout est en latin. Donc, si l'on complète les mots en abrégé et si l'on traduit le latin, on peut obtenir le texte donc, qui nous est proposé par la colonne elle-même. Et ce texte nous dit ceci: le Sénat et le peuple romain, à l'empereur César Nerva Trajan Auguste, fils du divin Nerva germanique dacique, grand pontife, investi pour la 17e fois de la puissance tribunicienne, acclamé empereur pour la 6e fois, consul pour la 6e fois, père de la patrie, pour indiquer à quelle hauteur s'élevait la colline qui fut détruite par les travaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On trouve dans cette inscription, on trouve des indications qui apparaissent dans toutes les inscriptions un petit peu solennelles, notamment la mention de le Sénat et le peuple romain, c'est-à-dire l'État. On trouve d'autre part la titulature de l'empereur qui porte donc comme nom personnel empereur César Nerva Trajan Auguste, fils du divin Nerva, germanique dacique, ça c'est son nom, et nous l'appelons l'empereur Trajan. Et d'autre part, on indique que cet empereur Trajan est grand pontife, tous les empereurs romains sont grands pontifes, jusqu'à Constantin compris. On indique qu'il a été investi pour la 17e fois de la puissance tribunicienne, acclamé empereur pour la 6e fois, consul pour la 6e fois, et père de la patrie. Le croisement de ces différentes indications permet de dater, permet de proposer une date précise pour ce qu'on pourrait appeler l'inauguration de la statue. Cette date, c'est le 10 mai 113 après Jésus-Christ. Et d'autre part, la colonne nous indique qu'elle a été construite pour indiquer à quelle hauteur s'élevait la colline qui fut détruite par les travaux. Donc si on résume cette inscription, on obtient ceci: le Sénat et le peuple romain à l'empereur Trajan en 113, et même on peut dire le 10 mai 113 après Jésus-Christ, pour indiquer à quelle hauteur s'élevait la colline qui fut détruite par les travaux. On remarque que la colonne parle d'elle-même, mais ne parle pas de la frise sculptée qui orne le fût de la colonne. Et la colonne nous indique qu'il y a un rapport entre la colonne et les terrains sur lesquels la colonne a été construite. En effet, pour construire la colonne et le forum de Trajan de façon générale, il a été nécessaire d'aplanir les terrains, il a été nécessaire de grignoter, si l'on peut dire, un peu de la colline du Quirinal et un peu de la colline du Capitole. Et donc, on a aplani les terrains, et ce faisant, on a modifié le site naturel de Rome. Et pour un Romain pieux de l'Antiquité, on a donc modifié ce que les dieux avaient voulu, ce que les dieux avaient établi. C'est une sorte de sacrilège. Enfin, il y a un problème. Donc la colonne nous dit que certes, sa hauteur rappelle les terrains qui ont été déblayés, mais surtout, la colonne nous dit que elle est en quelque sorte un monument expiatoire pour corriger le sacrilège commis, rendu nécessaire par la construction du forum de Trajan. Donc, comme on le voit, ce n'est pas simplement un monument à la gloire de Trajan, ce n'est pas simplement le récit des campagnes militaires de l'empereur Trajan. La colonne Trajane est plus que ça, c'est un monument qui est complexe, dont la compréhension n'est pas forcément évidente. Alors, cette colonne, on peut la décrire, la présenter comme une colonne ornée. Une colonne ornée, c'est-à-dire que la colonne est donc composée d'un fût, d'un socle et d'une partie sommitale. Le fût a une hauteur de 29 mètres 78 de haut, c'est-à-dire 100 pieds romains. Et si on la considère dans sa totalité, on voit que la colonne avoisine une longueur de 40 mètres. Elle est construite en marbre, des blocs de marbre qui viennent des carrières de Carrare, donc à plusieurs centaines de kilomètres de Rome, des blocs de marbre qui ont été taillés, qui ont été superposés, empilés, si l'on peut dire, euh, à Rome. Et lorsque l'empilement a été réalisé, eh bien, les sculpteurs ont sculpté la surface de la colonne pour faire apparaître cette frise. euh, donc très longue, si on déroulait la frise, elle aurait une longueur de 200 mètres, cette frise très longue qui caractérise donc la colonne Trajane. Euh, les blocs de marbre ont été superposés, ils ont été taillés à l'intérieur parce qu'il y a un escalier qui a été aménagé, donc un escalier en colimaçon aménagé à l'intérieur, c'est pourquoi il y a une porte sur le socle de la colonne. On peut monter à l'intérieur de la colonne Trajane. Alors évidemment, les touristes aujourd'hui ne montent pas à l'intérieur de la colonne Trajane, bien sûr. Enfin, techniquement, on peut le faire. Et cela nous permet de comprendre que la réalisation de la colonne
a posé des problèmes d'architecture, des problèmes de géométrie qui ont été résolus dans l'Antiquité, mais qui ont intrigué aussi, qui ont intéressé aussi les architectes, les dessinateurs, les artistes de façon générale, depuis l'Antiquité. On a là un dessin de Piranèse qui nous montre que cet artiste du XVIIIe siècle a examiné en connaisseur, au fond, l'architecture de la colonne Trajane, qui est une sorte de chef-d'œuvre dans sa catégorie. Alors il faut rappeler aussi que la colonne était peinte, tout du moins les reliefs étaient peints, comme c'était le cas général dans l'Antiquité. Disons qu'on n'a pas trouvé sur la colonne Trajane de vestiges de polychromie. Euh, Parce que la colonne se dresse à l'endroit où elle a été construite il y a 19 siècles et que depuis 19 siècles, elle est exposée aux intempéries. Sa surface, si on peut dire, érodée. La pollution atmosphérique du XXe siècle et du XXIe siècle n'a pas amélioré la situation. C'est bien qu'il n'y a pas de traces de polychromie, on n'a pas trouvé de traces de polychromie sur la surface de la colonne, mais il n'y a aucune raison de douter que la colonne ait été peinte. Et notamment parce que si les petits personnages qui composent la frise, il y a quand même un nombre considérable de personnages, 2570 personnages, si les petits personnages sont peints, alors on les distingue mieux de loin. Lorsque l'on est au pied de la colonne, on distingue mieux les personnages situés à 40 mètres de haut s'ils sont peints plutôt que s'ils ne sont pas peints. Cette simple constatation permet de comprendre que la colonne était peinte, même si on n'a pas trouvé de traces de polychromie. Alors j'ai choisi un dessin d'un artiste allemand qui s'est efforcé de, euh, d'imaginer le décor chromatique de la colonne. Bon, il y a quelques hypothèses qui ont été faites, des hypothèses qu'on peut critiquer. On peut se demander pourquoi la couleur du manteau de l'empereur est la même que la couleur de l'intérieur des boucliers des soldats. Bon, ça, c'est étrange. Mais disons que ce dessin, même s'il est un peu arbitraire, nous permet de nous imaginer un peu mieux ce que pouvait être la colonne Trajane dans l'Antiquité. Est-ce qu'elle a pu être pendant un certain temps après la date de 113 après Jésus-Christ? Donc il y a une frise de 200 mètres de long qui met en scène 2570 personnages. Ces personnages sont organisés en 155 scènes différentes et sur ces différentes scènes, l'empereur Trajan apparaît 58 fois. Et on va regarder quelques scènes pour prendre la mesure du programme iconographique. Je vais raisonner sur des photographies de moulage de la colonne, ou parfois sur des photographies de la colonne elle-même. Ici, c'est un tirage en plâtre qui a été fait au XIXe siècle. On voit au centre de l'image l'empereur Trajan, qui est vêtu d'une toge. La toge, c'est le vêtement, je dirais, officiel du citoyen romain, du magistrat romain. Le magistrat, c'est la fonction de Trajan. Trajan est magistrat, il est général, mais il est magistrat aussi. Et donc, on voit que la tête de l'empereur est recouverte d'un pan de sa toge. L'empereur est en train d'effectuer un geste particulier qui consiste à verser un petit peu de vin sur un autel. C'est le geste de la libation. Et la libation, c'est le geste que l'on accomplit lorsque l'on ouvre la période du sacrifice. Le temps du sacrifice commence par une libation. C'est ce que l'on voit bien sur cette image. Et le sacrifice, eh bien, ça va être le sacrifice des animaux, des victimes qui sont représentées. Sur la partie droite de l'image, il y a un taureau, il y a un bélier, il y a un verrat. Ces trois animaux vont être sacrifiés dans le sacrifice que l'empereur inaugure, que l'empereur commence à ouvrir par le geste qu'il accomplit. Donc une scène de sacrifice, il y en a plusieurs sur les 200 mètres de long de la frise. Voilà une photographie qui montre la disposition de la frise. Elle est organisée en spirale autour du fût de la colonne, donc les scènes se superposent en fait, hein. Et on peut décomposer en quelque sorte la frise, montrer que par exemple il y a une scène qui montre ici la charge des cavaliers numides. Les cavaliers numides sont les cavaliers auxiliaires de l'armée romaine. Dans l'armée romaine, vous avez une structure qui est parfois un petit peu complexe. Euh, Tous les soldats romains, à l'époque de Trajan, tous les soldats romains ne sont pas des citoyens romains, mais les soldats romains ont une sorte de promesse de citoyenneté à l'issue de leur période d'engagement. Le droit de cité romain leur est attribué. Mais il y a donc des soldats qui ne sont pas membres du corps civique de Rome. Et il y a d'autre part, dans l'organisation de l'armée, des contingents
qui sont extérieurs à l'armée à proprement parler. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires. Voilà ici la charge des cavaliers auxiliaires contre les adversaires. Les adversaires des Romains dans les campagnes qui sont évoquées par la colonne, ce sont les Daces. Les Daces vivent sur la rive gauche du Danube. Et voilà, par exemple, une scène qui nous montre la, la reddition d'un prisonnier dace que l'on voit là. Un prisonnier dace qui est ligoté, qui a les mains liées dans le dos et qui est amené au pied de l'empereur Trajan, que l'on voit ici. L'empereur Trajan n'est plus vêtu d'une toge, ce n'est plus le magistrat. Il est en uniforme militaire, il est en général. Général, c'est aussi la fonction de l'empereur Trajan. Et donc, le prisonnier Dace est amené au pied de Trajan. Il y a donc la scène de la reddition du prisonnier. Un peu plus loin, on a une autre scène qui nous montre l'assaut des forces romaines qui sont à gauche sur un fort ennemi, un fort Dace, donc un épisode des combats. On voit aussi, la scène ici se trouve à peu près au milieu de la colonne, on voit la soumission des ambassadeurs du roi Dace, le roi Dace s'appelle Décébal, les ambassadeurs du roi Dace qui viennent faire leur soumission à l'empereur Trajan, Trajan qui est en uniforme de général, qui est assis sur une chaise curule et au pied duquel les ambassadeurs viennent s'agenouiller pour implorer la clémence de Trajan. L'un des ambassadeurs va même jusqu'à toucher le genou de l'empereur pour montrer la soumission, pour montrer donc la reddition des ambassadeurs du roi Dace. Cette scène figure à peu près au milieu de la colonne et on peut considérer qu'elle indique qu'il y a eu dans les campagnes militaires, il y a eu en fait une césure qui permet de distinguer deux campagnes. Une première campagne qui est évoquée par la base de la colonne et une deuxième campagne qui est évoquée par le sommet de la colonne. Cette scène faisant la jonction, si on peut dire, entre les deux campagnes. Alors effectivement, le récit des campagnes de Dacie permet d'accréditer cette idée qu'il y a deux campagnes successives. Alors on peut remarquer à travers cette scène également un détail. Ici, vous avez une ligne continue qui n'a pas de rapport avec la scène elle-même, mais qui est simplement la limite de deux blocs. La colonne est composée de plusieurs blocs superposés, et là nous avons la limite de deux blocs. Et donc on peut considérer en voyant cela que les blocs ont été superposés et la frise a été sculptée après, une fois les blocs en place. Alors, différentes scènes, 155 scènes différentes sur la colonne, et le, que faut-il comprendre de ces scènes? Se pose la question, en effet, de la lisibilité, de la signification de ces scènes. Est-ce que, par exemple, il faut considérer que la colonne Trajane ressemble à la tapisserie de Bayeux? La tapisserie de Bayeux, qui raconte, hein, vous connaissez sûrement cette œuvre majeure du milieu du Moyen Âge, elle raconte la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. C'est une broderie, plus qu'une tapisserie d'ailleurs, de 70 mètres de long, qui est présentée déroulée, et on peut suivre les différents épisodes. Il y a d'ailleurs des inscriptions en latin qui indiquent de quoi il s'agit. On peut suivre le récit qui est donné des opérations de la bataille d'Hastings, mais récit aussi des opérations antérieures qui mènent à la bataille et à la victoire de Guillaume le Conquérant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la colonne Trajane, puisque au fond, elle évoque des campagnes militaires, elle évoque la conquête de la Dacie par les forces romaines, euh, elle décrit peut-être les batailles. On a vu les soldats aux prises avec leurs adversaires, on a vu les prisonniers, on a vu les ambassadeurs qui viennent faire leur soumission. Faut-il considérer que la colonne Trajane constitue une sorte de documentaire sur les guerres de Dacie, une sorte euh, voilà, de bande dessinée, comme on pourrait dire, en langage moderne, concernant les guerres de Dacie. Le fait est qu'il y a des détails très précis qui sont donnés sur les 40 mètres de hauteur de la sculpture. Détails très précis qu'on ne voit pas très bien quand on est au pied de la colonne. Et est-ce que les reliefs de la colonne ont vraiment été conçus pour être vus intégralement? Sachant que
ils sont assez difficiles à voir. D'autre part, c'est une frise qui tourne autour de la colonne, qui fait donc 200 mètres de long. La frise tourne 23 fois autour de la colonne. Est-ce qu'il est vraiment concevable se, que l'on se déplace autour de la colonne 23 fois, que l'on tourne 23 fois autour de la colonne sur 40 mètres de haut pour voir les détails? C'est une question. La question de la lisibilité est une question complexe. Cette question a été posée par de nombreux spécialistes au fil du temps, et le dernier en date, c'est l'historien dont vous avez la couverture de la thèse de doctorat sur l'écran, donc la colonne Trajane et les formes impériaux par Martin Galinier. On a là une étude exhaustive de la colonne et un examen complet des questions posées, des problèmes posés par la lecture des reliefs. Et donc, voilà, faut-il penser que ces reliefs ont été réalisés pour être vus intégralement, ou alors faut-il penser que, un peu à l'image des statues qui figurent sur les porches des cathédrales, les sculpteurs, bien souvent, ont travaillé pour la gloire de Dieu, si l'on peut dire, pour un spectateur idéal, ce qui les a amenés à sculpter le dos des personnages, dos qu'on ne voit pas, évidemment, mais dos qui est quand même sculpté par le sculpteur médiéval. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Est-il crédible, est-il concevable que l'on ait travaillé pour un spectateur idéal en lui montrant 58 fois l'empereur Trajan? Bon, c'est une question. Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Ce que l'on peut dire, c'est que euh, il faut se méfier un petit peu des évidences. C'est-à-dire que nous sommes très habitués, quand nous voyons la colonne Trajane, à prendre un téléobjectif, éventuellement des jumelles, à regarder les détails que l'on voit assez bien au pied de la colonne, mais mal, voire très mal, au sommet de la colonne. On est tout à fait habitué, nous, notre œil est habitué à ce qu'on pourrait appeler un effet de zoom ou un effet de panoramique. Est-ce qu'il est crédible que en 113 après Jésus-Christ, l'œil d'un Romain au pied de la colonne ait pu procéder de la sorte? C'est évidemment tout à fait impossible d'imaginer ça. Croire que l'œil d'un ancien ait pu, on pourrait dire, avoir la prémonition du zoom, c'est faire une erreur historique, faire un anachronisme, mais c'est même faire une erreur anthropologique. Il est absolument impossible à un esprit antique de concevoir un phénomène de ce genre. Il n'y a pas d'instrument d'optique dans l'Antiquité aussi perfectionné que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, il faut se représenter cela. Les reliefs de la colonne Trajane ne peuvent pas être vus complètement par un spectateur qui se place au pied de la colonne. Alors, eh bien, il est peut-être possible d'imaginer une solution à ce problème. Euh, la colonne se dresse aujourd'hui dans un splendide isolement, mais elle se situait autrefois à l'intérieur d'un complexe architectural, le Forum de Trajan, et notamment flanquant la colonne, il existait deux petits bâtiments qu'on pense avoir été des bibliothèques. Et donc, pourquoi ne pas s'imaginer que dans ces bibliothèques, il y a des livres, évidemment, dans ces bibliothèques, on peut très bien imaginer que des livres décrivaient la colonne, décrivaient les opérations militaires, à tout le moins. Euh, les généraux qui dirigent une armée en campagne tiennent un journal de marche. Toutes les armées tiennent un journal de marche, évidemment. Les généraux romains qui dirigent une armée en campagne écrivent ou font écrire un récit des campagnes qu'ils dirigent, des campagnes qu'ils mènent. Un tel récit s'appelle un commentaire. Il y a un commentaire célèbre qui a été conservé, c'est le commentaire de Jules César sur la guerre des Gaules. Dans ce commentaire, euh, qui, en première analyse, est un récit des opérations militaires de la guerre des Gaules, eh bien, Jules César décrit, ou fait mine de décrire, les opérations en question. En réalité, il fait surtout l'éloge des adversaires gaulois, il fait surtout l'éloge de Vercingétorix que lui, César, a vaincu. Donc, dans son commentaire, César fait surtout indirectement son propre éloge. C'est un texte tout à fait subtil, mais qui, au départ, est quand même un commentaire. Y a-t-il eu un commentaire des campagnes de Dacie par Trajan, ou l'entourage de Trajan? Oui, ce commentaire a été conservé. Enfin, on a conservé exactement 5 mots du commentaire de Trajan, 5 mots qui ont été choisis au VIe siècle par un grammairien qui s'appelait Priscien de Césarée. Et Priscien de Césarée a choisi 5 mots du commentaire de Trajan pour illustrer un point de grammaire précis.
C'est un exemple qui a été utilisé par l'auteur pour illustrer un point de grammaire précis. Donc, au moins 5 mots ont été conservés, le texte lui-même a existé, et pourquoi ne pas imaginer un citoyen romain lisant le commentaire en regardant les reliefs de la colonne? C'est concevable d'imaginer ça. On peut même imaginer aussi que dans cette bibliothèque, il y ait eu des papyrus sur lesquels on aurait dessiné les reliefs de la colonne pour mieux voir les images, pour mieux comprendre en fait le message apporté par les sculptures. Ce n'est pas complètement incongru de faire une telle supposition. Mais cela revient à dire que donc les reliefs ornant la colonne Trajane ont été conçus pour être vus dans leur déroulement linéaire, ont été conçus pour être vus dans leur intégralité, et cela implique dans ce cas que l'on ait trouvé des moyens de rendre ces reliefs visibles. Donc le livre, le dessin, comme je viens de le dire. Mais on peut aussi imaginer que tel n'était pas le cas, hein. Peut-être s'agit-il simplement d'une ornementation gratuite. Il faudrait dans ce cas expliquer pourquoi il y a 58 fois l'empereur Trajan qui apparaît. Alors, les spécialistes, Martin Galinier dont j'ai parlé, les spécialistes ont examiné ce problème et ont par exemple examiné la succession des différentes scènes. Voilà par exemple une succession de scènes que l'on trouve dans la partie inférieure de la colonne. C'est dans les premières spires ce que l'on voit le mieux en fait sur la colonne. On voit une première scène qui est ici le passage du fleuve, donc l'armée romaine traverse le Danube sur un pont de bateau. On voit ici une autre scène qui est le Concilium Principis, c'est-à-dire la conférence d'état-major, l'empereur et ses généraux qui définissent les grandes lignes de la stratégie qui va être menée. On voit ici le sacrifice que nous avons vu déjà tout à l'heure, et puis là, il y a l'empereur s'adressant à ses soldats. Donc il y a des scènes précises que l'on peut repérer dans la partie inférieure de la colonne. Et on constate, quand on regarde le déroulement du programme iconographique, que les scènes de ce genre, eh bien, on les retrouve à plusieurs endroits. On les retrouve, donc le conseil du prince, le sacrifice, la harangue devant les soldats, les sacrifices, le conseil du prince. Donc ces scènes se répètent. Le déroulement linéaire de la frise de la colonne Trajane ne nous raconte pas des batailles. Ce déroulement linéaire euh, juxtapose des scènes précises. Il y a une juxtaposition de scènes mettant en lumière l'empereur Trajan. L'empereur Trajan apparaît 58 fois sur la colonne et à chaque fois dans une scène qui le met en valeur. La colonne ne raconte pas les épisodes des guerres de Dacie, la colonne chante les mérites de l'empereur Trajan. Ça se voit quand on suit le déroulement linéaire de la frise. Mais on peut voir les choses autrement. Plaçons-nous au pied de la colonne et considérons la superposition verticale des différentes scènes. Et que voit-on? Eh bien, on voit qu'il y a une scène qui se répète, le passage du fleuve. Il y a une autre scène qui se répète, c'est l'affrontement entre les soldats romains et les soldats daces, les batailles en quelque sorte. Et puis il y a une autre scène qui se répète, c'est l'empereur Trajan en présence des daces, soit sur le champ de bataille, soit recevant les ambassadeurs, soit recevant les prisonniers. Donc, sans bouger, sans faire le tour de la colonne, simplement en levant les yeux, on a toutes les scènes significatives qui sont décrites par la frise sculptée. Il n'est donc pas nécessaire de voir la totalité de la sculpture pour comprendre quel est le message qui est délivré. Et par conséquent, les scènes ne sont pas disposées au hasard sur la colonne, elles sont soigneusement agencées pour que l'on comprenne bien que la colonne, c'est la colonne de l'empereur Trajan. C'est la colonne Trajane, à bon droit, autrement dit. Alors, une colonne ornée, donc, qui chante les mérites de Trajan, vous avez là un diagramme dans la thèse de Martin Galligny qui reprend toutes ces scènes très précisément et qui les identifie. Euh, on peut dire également que la colonne Trajane est une colonne triomphale. Alors, une colonne triomphale, c'est donc une colonne qui est érigée au moment du triomphe du général qui a été décoré de l'honneur du triomphe par une décision du Sénat. La première colonne triomphale qui est répertoriée, il en reste d'ailleurs quelques vestiges qui sont présentés aujourd'hui au musée des Thermes de Dioclétien.
La première colonne, donc, c'est la colonne de Caius Duilius, qui a été construite, vous voyez la date, en 260 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très très anciennement, 260 avant Jésus-Christ pour la colonne de Duilius, 113 après Jésus-Christ pour la colonne de Trajan. Donc cette colonne, c'est une colonne qui chante les mérites, si l'on veut, de Caius Duilius, mais surtout qui commémore la bataille navale qui s'est tenue en 260 avant Jésus-Christ, durant la Première Guerre punique, bataille navale qui a été une victoire romaine, la première grande victoire navale des Romains, donc en 260 avant Jésus-Christ. Et donc on a érigé sur le forum une colonne dont le fût n'est pas décoré, mais une colonne sur laquelle on a installé des modèles réduits, des rostres de navires de guerre, ces rostres qui permettaient de combattre contre les navires de l'adversaire, qui marquent en quelque sorte l'apogée de la technique navale de l'époque. Ces rostres, au modèle réduit, parce qu'une proue de navire sur une colonne, c'est un peu disproportionné. Ces rostres ornent donc le fût de la colonne, ce qu'on appelle une colonne rostrale. C'est la première qu'on voit là, dans un dessin moderne, bien sûr. C'est la première qu'on voit là. Ce n'est pas la seule. Il en reste quelques éléments qui ont été conservés jusqu'à nos jours. Et puis, il y a les colonnes qui ne comportent pas de rostre, mais qui ne comportent pas non plus de décor sculpté, les colonnes au fût lisse. On sait qu'il y en a eu quelques-unes, notamment une colonne érigée à l'époque de l'empereur Antonin, l'un des successeurs de Trajan. Et cette colonne de l'empereur Antonin, il en reste le socle, la colonne elle-même a disparu, mais on sait qu'elle n'était pas décorée. Et il y a les colonnes dont le fût était décoré de sculptures, comme c'est le cas de la colonne Trajane, mais comme c'est le cas aussi de la colonne de Marc Aurèle. Il y a la colonne de l'empereur Antonin et la colonne de l'empereur Marc Aurèle. Toutes les deux s'appellent colonne antonine, mais elles ne sont pas comparables. La colonne de l'empereur Marc Aurèle a été érigée pour le triomphe de l'empereur sur les populations sarmates et marcomanes en 177 après Jésus-Christ. Cette colonne est en bon état, un petit peu moins bon que la colonne Trajane, mais en bon état quand même. Elle est décorée d'une frise sculptée que vous voyez ici, qui tourne en spirale autour de la colonne et qui évoque quelques-uns des épisodes des guerres menées par Marc Aurèle. Cette colonne, on la voit très bien au bord du Corso, la grande avenue, la grande Via Lata qui monte vers le nord quand on part du centre de Rome. La colonne se dresse sur une place qui s'appelle aujourd'hui la place de la Colonne, tout simplement. Et on a construit devant la colonne un bâtiment qu'on appelle le Palazzo Chigi. Et c'est dans le Palazzo Chigi que se trouvent aujourd'hui les bureaux de la présidence du Conseil des ministres de la République italienne. Donc c'est là que siège Madame Meloni aujourd'hui, en face de la colonne de Marc Aurèle. Donc il y a des colonnes triomphales qui datent de diverses époques. Plusieurs ont été conservées, soit en totalité, colonne de Marc Aurèle et colonne de Trajan, soit en partie, colonne de Duilius et colonne d'Antonin, donc pour le socle. Cette colonne triomphale, d'une manière ou d'une autre, fait allusion, rappelle, commémore les batailles qui ont été menées à un moment ou à un autre. Donc la colonne Trajane évoque les batailles qui ont été menées contre les Daces au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y a une première campagne en 101-102 et une deuxième campagne en 105-106 après Jésus-Christ. Alors pourquoi ces expéditions en Dacie, donc dans le royaume d'As? Il faut se souvenir du calendrier de la conquête romaine. L'expansion romaine a été s'est déployée dans le bassin de la Méditerranée, mais l'expansion romaine s'est déployée aussi à l'intérieur du continent européen. Et elle a fini par s'arrêter, après des péripéties complexes, elle a fini par s'arrêter sur les grands fleuves de l'Europe centrale. S'arrêter sur le cours du Rhin, par exemple, ici, et s'arrêter sur le cours du Danube. Donc l'Empire romain a fini par se situer à l'ouest du Rhin et au sud du Danube. Il y a eu des expéditions outre-fleuve, si l'on peut dire, à plusieurs reprises. Par exemple, à l'époque de l'empereur Domitien, dans les années 80, il y a des expéditions au nord du Danube. Et les expéditions de Trajan, 101 et 105, eh bien, s'inscrivent dans cette histoire militaire de Rome. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail pour les guerres de Dacie, mais simplement comparons deux cartes. Donc voilà le territoire du royaume d'As sur la rive gauche du Danube, donc au nord du Danube. Il faut s'imaginer que le fleuve
qui a un cours assez complexe, hein, le cours du fleuve. Le Danube prend sa source presque en Alsace, hein, si on, si on voit bien les choses. Donc, le cours du Danube est d'abord ouest-est, puis il est nord-sud, puis il reprend un cours ouest-est avant de terminer par un cours sud-nord, puis de nouveau ouest-est. Alors, le limes, donc la limite de l'Empire romain, s'est trouvé matérialisé sur la rive droite du Danube au fil du temps par des fortins, des petits bourgs, des toutes petites villes qui sont symbolisées par ces losanges et par ces carrés rouges que vous voyez sur la carte. Euh, l'on a fortifié donc la rive droite du Danube, on n'a pas fortifié jusqu'à l'embouchure, parce que l'embouchure du Danube est compliquée, il y a un delta compliqué, donc euh, on a préféré couper au plus court et ici établir une zone fortifiée qui ne coïncide pas avec le cours du Danube. Et voilà la situation en 101. En 101, début des opérations. Alors, est-ce à l'initiative des Daces ou à l'initiative des Romains, peu importe. Le fait est que pendant plusieurs mois, il y a des batailles qui ne sont pas absolument décisives, des batailles qui finissent par amener les belligérants à la conviction, en 102, qu'il vaut mieux arrêter les frais. Donc, une paix de compromis est conclue en 102, paix qui ne se traduit pas par une victoire écrasante de l'un sur l'autre, et une paix au terme de laquelle le royaume d'As se reconnaît royaume client de Rome. Royaume client de Rome, ça veut dire qu'il abandonne sa souveraineté en matière de politique étrangère, si je parle en termes modernes, mais pour le reste, eh bien, il conserve sa pleine liberté de manœuvre. Voilà ce qu'est le royaume client qui est établi en 102. Mais cela n'empêche pas les Romains de continuer à fortifier la limite du Danube, et notamment ici à Drobeta, où l'on construit un pont sur le Danube. Un pont en pierre. L'architecte de ce pont en pierre est Apollodore de Damas. On connaît le nom, on pense que Apollodore de Damas a été aussi l'architecte du Forum de Trajan. Et Apollodore de Damas donc construit le pont de Drobeta. C'est un pont de plus de 1200 mètres de long, en pierre, donc un pont reposant sur des piles établies dans le cours du fleuve, sur de chef-d'œuvre architectural, hein, pour cette époque. Et le pont de Drobeta marque donc les ambitions, sans doute, de Rome concernant la rive droite, la rive gauche du Danube. La paix est conçue sans doute comme relativement précaire, et le pont est construit, il est terminé en 105. Et 105, c'est justement l'époque de la reprise de la guerre. Alors là encore, à l'initiative des Daces ou à l'initiative des Romains, peu importe, la reprise de la guerre, en tout cas, a lieu en 105. Les opérations sont assez complexes là aussi, je n'entre pas dans le détail, mais elles se traduisent, ces opérations, par la prise de la ville de Sarmisegetusa, qui est la capitale du royaume d'As, et par la fuite du roi d'As Décébal vers le nord, Décébal qui, au moment où il va être capturé par les forces romaines, eh bien, se suicide. Et c'est donc la tête de Décébal que l'on rapporte au pied de Trajan. Cela se déroule en 106 et c'est la fin des guerres de Dacie. Donc la colonne marque cela, rappelle cela, les guerres de Dacie qui coïncident avec la conquête donc de la Dacie sur la rive gauche du Danube, et cela coïncide avec l'expansion territoriale maximum de l'Empire romain. L'Empire romain atteint son extension maximum avec Trajan. Il y a la Dacie qui va être transformée en province romaine, les régions voisines qui ont un statut intermédiaire. Et donc la Dacie est conquise, la Dacie est romanisée. Romanisée, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, c'est la colonne qui nous le dit, les populations d'As sont chassées. La colonne nous dit ça, on va le voir. Euh, il est probable que les populations d'As ne sont pas chassées dans leur globalité, qu'il reste quand même des habitants. Des habitants viennent de l'extérieur, donc des populations viennent de l'extérieur, par exemple de Pannonie et de Mésie, c'est-à-dire de l'ouest et du sud, viennent s'installer en Dacie. Et donc, dans cette Dacie qui devient province romaine, on voit apparaître des gens qui soit parlent le latin, soit apprennent à parler le latin. Et puis, on va construire à Sarmisegetusa ou à proximité, on va construire une capitale avec tout ce qui convient à la capitale d'une province romaine, c'est-à-dire des thermes, forums, des choses de ce genre.
Et donc, on peut avoir l'impression que la romanisation de la Dacie est extrêmement rapide. Les Romains, en général, prennent leur temps pour imposer le statut colonial. Dans le cas de la Gaule, par exemple, la Gaule commence à être contrôlée par Rome à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et puis elle est entièrement contrôlée par Rome au début du premier siècle après Jésus-Christ, en fait, hein. Il y a une longue période qui se déploie pendant laquelle la romanisation de la Gaule est progressive. Eh bien, la romanisation de la Dacie, apparemment, est très rapide. Et il y a donc cette intégration de la Dacie dans l'univers romain. Et on pourrait avoir l'impression que la romanisation est réalisée et solidement établie. Sauf que au IIIe siècle, donc la romanisation de la Dacie, c'est le deuxième siècle après Jésus-Christ, au IIIe siècle, les choses vont mal dans l'Empire romain. Entre 235 et 284, il y a 25 empereurs qui se succèdent et qui tous, ou presque tous, meurent sur le champ de bataille. C'est une période d'anarchie militaire, comme on dit en français. Les historiens allemands parlent plutôt de période des empereurs soldats. Et donc, ces troubles du IIIe siècle amènent l'empereur romain en 270, à l'époque c'est l'empereur Aurélien, l'empereur romain décide en 270 d'abandonner la Dacie. La Dacie, donc abandonnée par Rome, les forces romaines se retirent de Dacie. Un peu plus tard, elles se retireront de Bretagne, hein. Et donc, ce retrait de Rome marque la fin de la domination romaine en Dacie. Et donc, la domination romaine n'a pas duré longtemps, 150 ans, et faut-il penser qu'il s'agit d'un échec? À court terme, oui. À long terme, non. Parce que si on regarde la situation au 19e siècle, dans ces régions, c'est le retrait de l'Empire ottoman, ce sont les décombres de l'Empire ottoman, ça va être l'indépendance de la Grèce, par exemple, des choses de ce genre. Et on voit les populations qui vivent sur les bords du Danube, à proximité de la mer Noire, eh bien, estimer qu'elles ont quelque chose en commun. Le 19e siècle, c'est l'époque du mouvement des nationalités. Et ce qu'il y a en commun entre ces populations, c'est la pratique une langue qui n'est pas une langue slave, contrairement aux langues que parlent les habitants de l'Ukraine ou les habitants de la Bulgarie. Les personnes qui habitent ces régions-là parlent une langue romane, une langue issue du latin, une langue qui est proche du latin, plus proche du latin que le français n'est proche du latin, par exemple. Et donc cette langue, qui est la langue roumaine, devient le symbole de l'identité nationale roumaine. Et donc il n'est pas étonnant que l'État qui se constitue au XXe siècle à cet emplacement prenne le nom de Roumanie. Donc la Roumanie, dans sa composante romane, est l'héritage direct, quoique lointain, de la conquête de la Dacie par l'empereur Trajan. C'est pourquoi à Bucarest, il y a des copies de la colonne Trajane, évidemment. Donc, des opérations militaires, certes, qui ont été évoquées par la colonne, sans que pour autant la colonne ne raconte en détail le déroulement précis des opérations militaires. La colonne est une colonne triomphale. Donc. La colonne est aussi, nous propose aussi une vue de la frontière. La frontière, c'est-à-dire la frontière des territoires sous l'empire du peuple romain. La frontière, c'est-à-dire la zone où cette domination romaine vient à s'arrêter. Et c'est cela que nous montre la colonne aussi. Reprenons par exemple les scènes que l'on voit au pied de la colonne. Vous voyez ici la base de la colonne et la première spire. Eh bien, la première spire nous montre un personnage qui est là, qui est une allégorie. C'est le dieu Danube. Le dieu Danube qui donc préside à la traversée du fleuve par l'armée romaine. Bon, voilà, le dieu Danube contemple les soldats romains traversant le fleuve sur un pont de bateau. On n'a pas encore construit le pont de pierre à Drobeta, et les soldats romains traversent le fleuve. Les soldats romains passent de la rive droite du fleuve à la rive gauche. Sur la rive droite du fleuve, il y a des bâtiments, il y a l'installation de la domination romaine, il y a les marqueurs de civilisation, on pourrait dire, sur la rive droite du fleuve. Et les soldats romains passant sur la rive gauche trouvent, en arrivant sur la rive gauche, ils trouvent rien. C'est-à-dire que l'on ne décrit pas la rive gauche du fleuve, c'est extérieur à la zone de civilisation. L'image de la frontière que la colonne nous donne n'est pas une image documentaire, ce n'est pas une image, on pourrait dire, archéologique, c'est une construction idéologique. Il y a Rome
et rien après. Il y a Rome et rien en dehors de Rome. Il y a la zone romaine et rien en dehors de la zone romaine. Cela, c'est ce que montre le pied de la colonne qui évoque le début de la colonisation. Si l'on prend maintenant le sommet de la colonne, 40 mètres plus haut, 200 mètres plus loin, si l'on peut dire, que voit-on? Eh bien, la même scène, mais à l'inverse, c'est-à-dire que là, nous sommes dans la province de Dacie qui a été constituée, qui a été romanisée. Il y a donc des bâtiments, il y a les marqueurs de civilisation dans la Dacie qui a été conquise, et puis, et donc les soldats aussi, et puis les populations daces dont on nous dit qu'elles sont chassées. Ces populations daces qui partent avec leur bétail et qui arrivent nulle part. Elles partent et elles ne vont nulle part. La colonne ne nous indique rien à propos de ce qu'il y a au-delà de la zone romaine. Donc, une construction idéologique, c'est l'extension de la domination romaine. La colonne nous raconte le fait que la Dacie est entrée dans le domaine sous l'empire du peuple de Rome. C'est cela que nous montre la Dacie, la colonne plutôt, c'est la romanisation de la Dacie. Alors, puisque on évoque le sommet de la colonne, petite précision, voilà une photo qui montre le sommet de la colonne. Les moulages en plâtre qui ont été réalisés au 19e siècle. La photographie qui est là, c'est une photo que j'ai prise cet été, donc au 21e siècle, et on voit que la surface du marbre a beaucoup évolué depuis 150 ans. Elle est aujourd'hui en assez piètre état pour la précision des détails, hein. Ici, on a normalement les populations d'as chassées et les animaux chassés aussi. Donc voilà, les intempéries, l'érosion, la pollution atmosphérique a beaucoup affecté la qualité du relief sur sur la colonne Trajane. Et on se demande bien comment protéger la colonne Trajane. On n'imagine pas de construire une copie, par exemple, il y en a déjà beaucoup. Autre scène intéressante qui montre ce que nous dit la colonne. La colonne nous montre donc une image de la frontière, une image idéologique de la frontière. La colonne nous montre aussi que si les Romains entrent en Dacie, c'est qu'il y a des mouvements, c'est qu'il y a des périodes, des moments précis. Et donc on voit bien les moments précis que sont, comme par exemple ici, la conférence d'état-major, où on voit l'empereur. Il y a le sacrifice au dieu Mars que l'on voit là. Il y a cette scène, j'y reviendrai tout à l'heure, où l'on voit l'empereur donnant son avis sur un fait divers qui vient de se produire. Quelqu'un tombe de son cheval, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et donc l'empereur a un geste, une attitude très précise par rapport à cela, j'en parlerai. Et puis il y a ici l'empereur s'adressant à ses soldats. Donc la colonne nous raconte le fait que l'empereur évolue dans le territoire qui a été parcouru par l'armée. Il y a des moments où l'empereur intervient, des moments bien précis. La colonne nous montre aussi évidemment que la Dacie, c'est le lieu où l'on combat. Il y a des scènes de combat qui sont montrées sur la colonne avec évidemment la présence de l'empereur. Alors, le dessin nous montre la scène entière, la photographie forcément, photographier un cylindre, ce n'est pas facile. Et donc, la photographie nous montre un élément, l'intensité du combat entre Romains et Daces, et la présence dans les airs, ici, on voit moins bien sur le dessin, mais la présence dans les airs du dieu Jupiter. Il n'y a que deux allégories religieuses sur la colonne, c'est l'allégorie du Danube qu'on a vue et le dieu Jupiter que l'on voit. Jupiter, qui a donné à Rome l'empire universel, c'est ce que Virgile nous explique dans l'Énéide, et Jupiter qui, certes, ne combat pas aux côtés des Romains, quand même pas, mais Jupiter préside à la bataille, vérifie que tout est en ordre et que la victoire de Rome se prépare sur le champ de bataille. La colonne nous raconte ça. Et la colonne nous raconte également la mise en œuvre, la mise en valeur du territoire. Alors, on ne sait pas bien ce que font les soldats qui sont là. Ils créent une infrastructure, mais laquelle? On a l'impression qu'ils enterrent des boucliers, c'est pas bien clair. Ils construisent quelque chose. Est-ce qu'ils construisent une route? Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui va se produire. C'est le signe de la romanisation. L'on va construire quelque chose qui marque l'emprise de Rome sur le territoire.
Et on finit par arriver à cette scène fort intéressante où l'empereur, donc sur son cheval, est acclamé par les populations vivant dans le territoire qui a été conquis, des populations qui sont vêtues à la romaine, c'est-à-dire portant les vêtements caractéristiques des Romains, des toges, il n'y en a pas beaucoup si vous regardez bien, et puis des populations qui portent des vêtements différents, notamment ici, vous avez des populations, des gens qui portent des pantalons. Alors le pantalon, ça c'est vraiment la marque du barbare. Ce n'est absolument pas un accessoire vestimentaire romain. Donc ce que nous montre la colonne, c'est que l'empereur va présider à un sacrifice. Il y a l'autel qui a été disposé là. Il y a le rite d'inauguration, le rite de libation qui a été pratiqué déjà. Les victimes sont prêtes à être sacrifiées. Elles sont volontaires pour cela, hein, c'est nécessaire. Et donc, l'empereur va présider à un sacrifice au dieu Mars en présence des populations daces en cours de romanisation. La conquête est faite, la romanisation est en marche. Voilà ce que nous montre la colonne. La colonne Trajane est donc un objet, une construction très complexe où il faut se garder de prendre l'apparence pour la réalité. On n'a pas affaire à un document comme peut l'être la colonne Vendôme, si on veut, ou comme peut l'être la broderie de la reine Mathilde. Encore qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la broderie de la reine Mathilde, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de plus complexe. Et on comprendra encore mieux en avançant un peu dans le raisonnement et en replaçant la colonne dans le forum de Trajan, c'est-à-dire dans l'ensemble du programme architectural qu'il y a autour. Euh, le forum de Trajan, c'est l'aboutissement du programme de construction des forums impériaux. Alors ces forums impériaux, on les voit sur ce dessin d'interprétation, euh, on peut les considérer comme la volonté de transformer le forum romain. Le forum romain, c'est cette place qui est là, très ancienne, qui est aménagée aux origines de Rome. Mais ce forum romain, au 1er siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme absolument patrimonial, comme nous dirions aujourd'hui, mais trop petit pour les opérations qu'on veut y mener, qu'elles soient civiques, politiques, religieuses ou autres. L'espace est compté, l'espace est trop exigu. Donc, les forums impériaux vont avoir pour ambition de dilater l'espace, d'augmenter la zone nécessaire pour le fonctionnement de l'État romain. La construction commence avec le forum de César, que l'on voit là. Donc, le forum de César, ce sera une esplanade entourée de colonnes avec un temple. César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Le programme a été défini, mais les travaux ne sont pas terminés. C'est donc Auguste qui va compléter et achever le travail. Il va également construire un autre forum. Le règne d'Auguste a été très long. Il va construire un autre forum que l'on voit là, qui est le forum d'Auguste. Le forum d'Auguste, c'est une esplanade, ce sont des colonnades et c'est un temple. Et puis par la suite, à l'époque de l'empereur Vespasien, donc deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, on construit le Forum de la Paix, qui est ici, c'est-à-dire une esplanade, une colonnade et un temple. À l'époque de Domitien, dans les années 80, on construit cette zone de transition, ce forum de transition entre le Forum de la Paix et les forums de César et d'Auguste. C'est ce que l'on appelle le Forum de Nerva, parce que Domitien est assassiné et c'est le successeur de Nerva qui usurpe les travaux et qui leur donne son nom, Forum de Nerva donc. Et puis finalement, au début du IIe siècle, on construit le Forum de Trajan que l'on voit là. Et la colonne Trajane, c'est l'aboutissement du programme de construction du Forum de Trajan. Alors, si l'on prend un plan pour replacer tout cela donc, dans la continuité. On voit ici le forum romain, jugé exigu, le forum de César, qui est construit donc au début de la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, le forum d'Auguste, qui est construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, le forum de la paix, au forum de Vespasien, construit au début de la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, le forum de Nerva, donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et finalement le forum de Trajan au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors ce forum de Trajan, c'est donc une esplanade, c'est une colonnade, et ce n'est pas un temple.
Il n'y a pas de temple dans le forum de Trajan, alors qu'il y a un temple dans chacun des autres forums. Il y a une basilique à la place, la basilique Ulpia. Ulpia, c'est le nom de famille, le nom gentiliste de Trajan. Il y a cette basilique gigantesque, la plus grande basilique du monde romain. Et puis la colonne de Trajane, encadrée par deux petits bâtiments qu'on pense avoir été des bibliothèques. Et puis ici, un portail d'entrée. Donc ce forum de Trajan, c'est l'aboutissement du programme de construction des forums impériaux. C'est le plus récent des forums impériaux, c'est le plus grand, c'était le plus beau, le plus spectaculaire. Et de ce forum de Trajan, il ne reste pas grand-chose. La photographie nous montre le résultat des bouleversements introduits à l'époque de Mussolini dans les années 30, lorsque l'on a construit la route qui est là, qui s'appelle aujourd'hui la rue des Forums impériaux, et qui relie le quartier du Colisée, à gauche sur la photo, au quartier de la place de Venise que l'on voit ici. Donc cette route a été construite en éventrant la zone archéologique, ce qui a permis de faire des trouvailles intéressantes par ailleurs, mais en éventrant en tout cas la zone archéologique, et il a fallu consolider la route, parce qu'il y a une dénivellation importante entre le niveau du début de notre ère et le niveau de l'entre-deux-guerres, évidemment. C'est ce qui explique ces arcades que l'on voit là. Donc, si on regarde le centre de la photo, la partie droite, on a ici le, un élément, un morceau de la colonnade du forum de Trajan. On a là le soubassement d'une salle demi-circulaire qu'il y a dans le forum de Trajan, ce qu'on appelle une exèdre. Il y a une exèdre donc, qui est là. Il y en a d'ailleurs plusieurs des exèdres, une exèdre de chaque côté de l'esplanade et deux exèdres de part et d'autre de la basilique Ulpia. Il y a des exèdres aussi au forum d'Auguste, on en voit une ici. Donc ce que l'on a vu sur la photographie précédente, c'est un élément de la colonnade ici, et c'est le soubassement de l'exèdre nord du forum. On a vu aussi quelques racines de colonnes de la basilique Ulpia et on a vu la colonne Trajane. Et ce qui reste de ce gigantesque forum de Trajan, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Voilà un autre angle, sous un autre angle, la basilique Ulpia. Donc il en manque la plus grande partie, elle mesurait quand même 117 mètres de long. Et qu'est-ce que c'était que cette basilique Ulpia? Il faut s'imaginer un très vaste bâtiment de forme rectangulaire avec à l'intérieur une grande nef centrale, rectangulaire, bordée de colonnes, et de chaque côté de cette grande nef, des nefs secondaires débouchant sur l'extérieur, bordées de colonnes également, et débouchant sur l'extérieur. Ici, on a donc la nef secondaire et les socles des colonnes qui ont disparu. Et on a ici la cour dans laquelle se dresse la colonne Trajane. Ceci, c'est le socle de la colonne Trajane. Lorsque les travaux ont été menés à l'époque de Mussolini, les archéologues de l'époque, qui ont quand même travaillé un peu, ces archéologues ont donc procédé à ce qu'on appelle une anastylose, c'est-à-dire qu'ils ont relevé quelques-unes des colonnes. On a découvert des fragments de colonnes, des tronçons de colonnes, effondrés bien sûr, et donc on a relevé ces colonnes avec les techniques des années 30, c'est-à-dire un cerclage de métal, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui, et on a complété certains espaces par des briques, ce qu'on ne ferait plus non plus aujourd'hui. Néanmoins, ces expériences d'anastylose ont été menées dans les années 30, elles ont été conservées et elles donnent un peu de relief et même un peu de volume à un site qui autrement serait quand même très abstrait. Et puis par la suite, plus rien ne s'est fait, mais dans les toutes dernières années, l'anastylose reprend. Il y a un programme qui a été mené consistant à relever non pas simplement quelques tambours de colonne, mais relever une partie de la colonnade à deux niveaux de la basilique Ulpia. C'est ce que l'on voit là. Donc, voilà un dessin d'architecte du 19e siècle qui nous montre une conception possible de la basilique Ulpia, donc un grand bâtiment de forme rectangulaire avec une double colonnade, hein, avec un étage, peut-être une plateforme supérieure, peut-être même un étage supérieur, on ne sait pas bien, et puis ces deux exèdres de chaque côté. Donc ce que l'on voit sur la photographie, c'est cette zone-là que l'on a entrepris de relever. On a reconstitué un peu l'escalier, on a reconstitué l'élévation de la colonnade double et l'on a reconstitué une partie du pavement. Ce n'est pas du tout quelque chose d'arbitraire. Il y a des fragments authentiques qui ont été conservés de ces escaliers. Il y a des fragments authentiques du pavement
qui ont été conservés. On a donc pu compléter, on a pu restituer sans arbitraire excessif le programme donc architectural du passé pour donner une idée de ce que pouvait être le volume de la basilique Ulpia. Alors, ces travaux qui ont été menés donc, dans les toutes dernières années, enfin très, très peu de temps, ces travaux ont déclenché une polémique en Italie sur deux sujets, deux points. D'un côté, on s'est demandé jusqu'où il fallait aller. Est-ce que l'on peut reconstruire complètement la colonne Trajane, je veux dire la basilique Ulpia? Faudrait-il démolir ces bâtiments qui sont là, par exemple, ou démolir l'église pour reconstruire la basilique Ulpia? Faut-il aller jusque-là? Non, bien sûr. Donc, jusqu'où aller et où faut-il s'arrêter? Cela a déclenché des polémiques en Italie, d'autant plus que les travaux ont été financés d'une manière tout à fait originale. Bon, vous savez quel est l'état des finances publiques en France, bien l'état des finances publiques en Italie est pire encore. Donc, le financement public est difficile à trouver, bien sûr. Et c'est donc un financement privé qui a été procuré, qui a été utilisé. Financement par un milliardaire russe qui a apporté 1,5 million d'euros pour amorcer les travaux. Et évidemment, un milliardaire russe, bon, c'est un petit peu compliqué. Comment fait-on pour être milliardaire dans la Russie de Poutine, hein? Ça pose évidemment toute une série de difficultés. Mais enfin, ce milliardaire russe avait quand même fait parler de lui déjà par des opérations de mécénat en matière artistique et même en matière sportive. Il avait présidé à un moment la Fédération internationale d'escrime, par exemple. Donc, un financement a été procuré qui permet d'envisager de donner une idée de ce que pouvait être cette petite fraction de la colonne de la basilique Ulpia, sachant que les premières colonnes relevées qu'on a vues tout à l'heure, ce sont celles-ci, près de la colonne Trajane. Tout ce qui est en grisé ici, c'est ce qui est détruit complètement et qui est recouvert par d'autres bâtiments. L'élévation nous donne une idée de la hauteur de la basilique Ulpia, mais la longueur de la basilique Ulpia est quand même tronquée par les constructions, évidemment, des siècles récents. Alors voilà, donc de près, ces pierres gravées, sculptées qui ont été ajoutées. Le dessin, évidemment, est arbitraire, parce qu'on a conservé très peu d'éléments du programme iconographique du Forum de Trajan. On sait que les sculptures étaient nombreuses, qu'elles étaient évidemment à la gloire de Trajan, qu'elles étaient très réussies, si l'on peut dire. L'ensemble était tout à fait spectaculaire et même somptueux, mais il y a très peu d'éléments qui ont été conservés. Il y en a quand même quelques-uns qui ont été conservés, et euh, c'est ce dont on s'est inspiré pour trouver le programme qui a été mis en œuvre donc, depuis quelque temps. Alors, peu de choses ont été conservées, ce qui fait qu'on est amené à raisonner bien souvent sur des dessins, sur des restitutions par le dessin. Voilà une restitution par le dessin où l'on montre l'état du pavement. On a des éléments du pavement qui ont été conservés. Où l'on montre les colonnades. On a des morceaux de colonnes, comme vous l'avez vu. Où l'on montre l'étage à claire-voie. Ça, c'est un parti pris, parce qu'il y a des colonnes, certainement, à l'étage, mais était-ce à claire-voie? On ne sait pas trop. C'est pourquoi une autre conception est possible. Ce dessin qui a été réalisé par l'équipe du Plan de Rome à l'université de Caen, que certains d'entre vous connaissent, je crois, eh bien, ce dessin, beaucoup plus précis, nous montre le pavement, c'est le même, évidemment, on a des vestiges qui ont été conservés. Le dessin nous montre la double colonnade, on a des morceaux de colonne, la colonnade à l'étage, mais on voit qu'ici, on a choisi de maintenir des murs percés de fenêtres et pas une colonnade à claire-voie. Et puis, il y a la cour avec la colonne et les deux bibliothèques, enfin les deux bâtiments de chaque côté de la colonne dont on pense qu'ils ont pu être des bibliothèques. Alors, peu de choses ont été conservées, mais il y a quand même un élément qui a été conservé, c'est un fragment de relief, un bas-relief, qui a été trouvé dans cette zone, donc dans l'exèdre nord du forum de Trajan. Voilà le, le fragment de bas-relief qui a été découvert donc au XVIe siècle et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Ce bas-relief a fait partie de la collection Borghese, et puis la collection Borghese s'est retrouvée, pour des raisons que je n'approfondirai pas, au Louvre au début du XIXe siècle. Donc que voit-on? On voit une scène, évidemment tronquée, le relief est cassé, hein, mais une scène qui nous montre des citoyens romains en toge,
des citoyens romains en toge, et notamment ici, dans la partie fragmentaire, un citoyen romain en toge accompagné de licteurs, c'est-à-dire d'appariteurs portant des faisceaux dotés d'une hache. Le licteur est l'apanage du magistrat. Le nombre de licteurs accompagnant le magistrat est proportionnel à l'importance de la magistrature. Donc là, il y a des licteurs, un magistrat important. Et puis, il y a sur la partie gauche de la scène un sacrifice et au-dessus une victoire évoluant dans les airs. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Les citoyens conversants, sur la partie droite de l'image précédente, conversent devant trois portes. Selon les conventions du récit historique de la sculpture romaine, on peut considérer qu'il s'agit là des trois portes du temple de Jupiter capitolin, Jupiter très grand sur la colline du Capitole, le temple majeur de la religion romaine et de la ville de Rome, donc des citoyens discutant devant le temple de Jupiter sur le Capitole. Euh, sur la partie gauche, on voit un euh, sacrifice, plutôt la scène qui suit le sacrifice, c'est-à-dire que la victime sacrificielle a été euh, abattue par l'appariteur qui est là, et un autre vérifie que les entrailles de la victime sont conformes à ce qu'elles doivent être. C'est-à-dire, il faut vérifier que les organes sont placés là où il faut vérifier que les organes sont de la couleur qui convient. Bref, il faut vérifier que tout est en ordre. Et si tout est en ordre, cela signifie que les dieux acceptent le sacrifice. Et s'il y a une anomalie, alors il faut recommencer. Donc là, apparemment, tout se passe bien. Le sacrifice a été organisé, le sacrifice est vérifié, si l'on peut dire. Il va être accepté par les dieux. Un sacrifice de cette nature s'appelle une litatio. Et sur le sabot de la victime, eh bien, il y a une inscription, il y a un graffiti qui nous indique que Marcus Ulpius Orestes a été là, puisqu'il a écrit son nom sur le bas-relief. Alors, qui était Marcus Ulpius Orestes? On ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui il était. Ce que l'on sait, c'est qu'il portait le nom de Ulpius. Il portait les trois noms, donc un citoyen romain, et son nom gentilice, son nom de famille, disons, c'est Ulpius. Et Ulpius, c'est le nom gentilice de Trajan. Donc, Marcus Ulpius Orestes est quelqu'un qui est lié à Trajan d'une manière ou d'une autre. Il évolue dans l'univers de Trajan, disons. Et donc, c'est un élément de plus pour penser que le bas-relief que nous avons sous les yeux vient du forum de Trajan. D'abord, on l'a retrouvé dans le forum de Trajan, et puis d'autre part, il y a cette inscription qui confirme, qui corrobore en quelque sorte la, l'attribution à Trajan. Alors, si l'on cherche à interpréter maintenant l'ensemble de la scène, on dira, surtout en considérant la victoire, on dira, il s'agit d'un moment précis qui marque l'entrée en campagne, le départ de l'armée pour que la campagne s'ouvre sous les meilleurs auspices. On organise un sacrifice, on vérifie que les dieux agréent le sacrifice, on s'informe auprès de Jupiter sur la colline du Capitole. Le sacrifice est dédié à qui? À Jupiter, à Mars, peut-être aux deux. Et en tout cas, un sacrifice a été mené et la campagne va pouvoir commencer et elle va être victorieuse, comme nous l'indique la victoire qui plane dans les airs. Donc, quelques pierres qui nous donnent une idée du décor iconographique du Forum de Trajan, un décor qui était somptueux, qui était extraordinaire et qui, même s'il n'en reste pas grand-chose, eh bien, peut quand même confirmer la signification de la colonne. C'est la colonne de Trajan, le forum, c'est le forum de Trajan, et tout est à la gloire de l'empereur. Alors la colonne nous renseigne aussi sur controverses qui agitent les historiens et les spécialistes de l'Antiquité depuis des siècles. C'est la place du temple. Dans un forum, il y a une esplanade, il y a une colonnade et il y a un temple. Dans le forum de Trajan, il n'y a pas de temple. Du moins, on n'en a pas trouvé. Alors, voilà une restitution par le dessin de l'équipe du plan de Rome à Caen qui nous montre ce que pourrait donner le temple du divin Trajan si on pouvait le trouver. On voit donc au premier plan les colonnes du pronaos de ce temple et dans l'arrière-plan l'entrée dans le forum de Trajan, les deux bibliothèques, la colonne et un peu plus loin le volume massif de la basilique Ulpia. Contre-champ de la même vue, les deux bibliothèques, la colonne et le fameux temple du divin Trajan. Pendant très longtemps,
l'on a pensé que ce temple dédié à Trajan divinisé, ce temple devait se situer dans le prolongement du forum de Trajan. Ce temple devait se situer donc dans l'axe du forum de Trajan, c'est-à-dire qu'une continuité devait associer l'esplanade du forum, la basilique Ulpia, la colonne et donc le fameux temple que l'on voit dans le cercle rouge. Alors, cela signifie que euh, l'on a tenu compte de l'existence de documents nous indiquant l'existence du temple. Il y a une inscription qui a été trouvée et qui est une inscription de dédicace du temple de Trajan. Trajan divinisé, donc après la mort de Trajan en 117. L'inscription nous dit ceci: au divin Nerva Trajan Partique et à la divine Plotine, épouse du divin Trajan Partique. L'empereur César Trajan Adrien Auguste, grand pontife, investi de la puissance tribunicienne, consul pour la troisième fois à ses parents. Donc cette inscription nous dit que le successeur de Trajan, qui est l'empereur Adrien, au début de son règne, il a été investi une seule fois de la puissance tribunicienne. La puissance tribunicienne, c'est le pouvoir principal de l'empereur romain. Donc il n'a pas 17 puissances tribuniciennes comme Trajan en avait lorsque la colonne a été dédiée. C'est le début du règne d'Adrien. Et Adrien dédie le temple au divin Nerva Trajan Partique. Donc le temple a existé. Le temple, on ne peut pas douter de l'existence du temple. Il y a l'inscription dédicatoire. Et puis, il y a des évocations dans des sources littéraires. Alors, prenons par exemple ici ce passage des Nuits attiques d'Olugel, où l'auteur nous dit: comme nous nous trouvions assis dans la bibliothèque du temple de Trajan, et que les édits des prêteurs anciens nous étaient tombés sous la main au cours d'autres recherches, nous eûmes plaisir à les lire et à en prendre connaissance. Donc Olugel se trouve dans la bibliothèque du temple de Trajan, donc le temple de Trajan existe, hein, puisqu'il y a une bibliothèque du temple de Trajan. Et donc, reprenons une vue aérienne. Ici, nous avons les fragments de l'esplanade du forum de Trajan. On voit ici l'exèdre nord, hein, que l'on voyait tout à l'heure. Là, ce sont des fragments de la basilique Ulpia. Ce sont ceux qui sont en cours d'anastylose. On voit même des échafaudages ici. Voilà la colonne Trajane. Et donc, le temple doit se trouver dans l'axe, c'est-à-dire ici, sous ce bâtiment qui est là et qui s'appelle le Palazzo Valentini, qui est très postérieur évidemment à l'Antiquité. Alors ce Palazzo Valentini, c'est le siège d'une institution qui s'appelle Ville métropolitaine de Rome capitale. Donc c'est le nom qu'on donne au Grand Rome. L'agglomération de Rome dans sa globalité est administrée selon un certain nombre de modalités, et le Palazzo Valentini, c'est le siège de cette institution. Il y a une dizaine d'années, des fouilles ont été réalisées sous le Palazzo Valentini, là où devrait se trouver le temple du divin Trajan, et ben, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas de temple du divin Trajan, en tout cas, il n'y en a pas là. Peut-être ailleurs, mais pas là. Et donc, les plans anciens du Forum de Trajan nous montrent le temple du divin Trajan, et les plans récents du Forum de Trajan ne nous montrent plus le temple du divin Trajan, temple qui pour autant a existé, puisqu'on a l'inscription dédicatoire et les évocations dans des documents littéraires. Alors, comment résoudre le problème? Ah, peut-être en ouvrant le dictionnaire latin-français de Félix Gaffio, que tout latiniste a utilisé dans sa vie, et l'on voit que ce dictionnaire, cet auteur, nous dit que temple, ça signifie espace circonscrit, délimité, espace tracé dans l'air par le bâton de l'augure, premier sens. Deuxième sens, espace que la vue embrasse, champ de l'espace, enceinte, circonscription. Troisième sens, espace consacré, inauguré. Et quatrième sens, temple, au sens de bâtiment. Donc on voit que trois des quatre sens du mot templum ne désignent pas un bâtiment, mais un espace. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un autre mot qui désigne le bâtiment, qui est le mot aedes. Donc le templum, nous avons une inscription qui évoque la dédicace du templum. Nous avons Olugel qui nous indique qu'il était dans la bibliothèque du templum. Donc le templum, le temple, au sens latin du terme, ce n'est pas forcément un bâtiment, c'est un espace qui a été dédié, qui a été organisé, qui a été délimité. Et donc, la colonne nous dit peut-être que le temple, eh bien, c'est elle-même, hein, que la colonne est le templum, que les bibliothèques et la colonne sont le templum, ou que les bibliothèques, la colonne et la basilique Ulpia sont le templum. Le temple du divin Trajan a existé, bien sûr, mais ce n'était pas forcément un bâtiment supplémentaire. Et puis, ça c'est
indiqué sur l'inscription dédicatoire de la colonne, parce que le temple en question, évidemment, a été dédié après la mort de Trajan, hein. Trajan divinisé. Alors, une autre façon de confirmer le raisonnement, c'est de regarder le plan du centre de Rome. Donc, on voit dans le cercle rouge, on voit le forum de Trajan, avec ici la basilique Ulpia, la colonne, le fameux temple dont on vient de dire que peut-être il a existé, mais que certainement c'était peut-être pas un bâtiment. Et donc on voit que la colonne, en fait, a été construite entre le Quirinal et le Capitole, en aplanissant le terrain, d'où le sacrilège. Elle a été construite et elle donne vers le champ de Mars. Et donc, peut-être qu'il est anormal d'imaginer que devant la colonne donnant vers le champ de Mars, on construise un grand temple bouchant la vue. Peut-être que c'est plutôt une vue ouverte sur le champ de Mars que pendant très longtemps on n'a pas bâti, mais champ de Mars sur lequel on bâtit depuis déjà plusieurs décennies des monuments somptueux. On a bâti par exemple le complexe du théâtre de Pompée. On a bâti le Panthéon. Alors le Panthéon qui existe au moment où la colonne Trajane est construite, ce n'est pas le Panthéon qu'on voit aujourd'hui. C'est Adrien qui a construit le Panthéon qu'on voit aujourd'hui, mais le Panthéon existait avant. Il a été dédié par Agrippa, donc à l'époque d'Auguste. Il y a le Panthéon, il y a le stade de Domitien qui a été construit récemment. Bref, toute une série de monuments somptueux ont été construits sur le champ de Mars. Il est peu vraisemblable que l'on ait bouché la vue par la construction d'un grand bâtiment. Surtout que la colonne nous dit, si l'on prend l'organisation et l'orientation géographique de la colonne, ouest, est, sud et nord, on voit que toutes les scènes qui figurent sur la colonne, Martin Guénier a relevé toutes les scènes et il les a localisées sur ce diagramme en fonction des points cardinaux. Tout ce qui est à l'ouest, c'est-à-dire vers le champ de Mars, tout ce qui est à l'ouest évoque la romanisation, évoque la victoire, évoque la supériorité romaine, évoque donc l'efficacité de Trajan. Et tout ce qui est à l'est évoque la difficulté, l'affrontement, et certes l'affrontement qui finit par être victorieux, mais enfin quand même la complexité des opérations. Et donc le promeneur qui vient à passer au pied de la colonne Trajane peut voir, s'il vient du champ de Mars, peut voir ce programme iconographique triomphal, si l'on veut, à moins qu'il n'y ait un temple qui bouche la vue. Donc il n'y a pas de temple qui bouche la vue. En fait, on n'en a pas besoin puisque c'est l'ensemble du forum certainement qui a été le temple du divin Trajan. Et voilà donc l'enseignement que la colonne Trajane peut nous apporter. Alors terminons en insistant sur le lien entre colonne et empereur. La colonne Trajane et l'exaltation de Trajan. Euh, Ce qui est frappant quand on regarde les reliefs de la colonne, prenons par exemple une scène, celle-ci. On voit Trajan haranguant ses troupes. Scène qui se reproduit plusieurs fois. C'est la scène de l'Adlocutio. Donc, Trajan haranguant ses troupes. On peut considérer que cette scène illustre une vertu tout à fait essentielle chez l'empereur Trajan, c'est la vertu de fides. La fides, c'est-à-dire la confiance, la fidélité qui existe entre l'empereur et ses soldats, entre le général et ses soldats. Fidélité du général vis-à-vis de ses soldats, mais fidélité des soldats vis-à-vis du général. Toutes les scènes où Trajan est visible sont des scènes qui, d'une façon ou d'une autre, illustrent une vertu de Trajan. Ça peut être ici la fidélité. Ça peut être lorsqu'il accueille les prisonniers et les ambassadeurs. Ça peut être la vertu de Clémentia, la vertu de clémence. Clémence, fidélité, ça peut être la piété lorsque l'on voit l'empereur célébrant un sacrifice. Toutes ces vertus essentielles, ces vertus cardinales, oserais-je dire, de l'empereur romain sont illustrées par les scènes de la colonne Trajane. Les 155 scènes et les 58 apparitions de Trajan font l'éloge des vertus de Trajan. Et on peut développer le raisonnement à travers une scène particulière sur laquelle on va revenir, scène qui fait elle aussi donc l'éloge des vertus de Trajan, Trajan auquel le Sénat et le peuple romain confèrent un titre particulier. On voit ici la titulature de l'empereur, hein, l'empereur Trajan Auguste Germanique Dacique, grand pontife, investi de la puissance tribunicienne, consul, père de la patrie, c'est ce que nous indiquait l'inscription tout à l'heure, mais sur le revers de cette auréus, le revers de cette pièce de monnaie, il y a une inscription qui nous dit SPQR, le Sénat du peuple romain, optimo principi.
au meilleur prince, au meilleur empereur. Optimus Princeps, c'est le meilleur empereur, et cela devient un titre dédié, un titre offert, un titre attribué à Trajan. Et grâce ou à cause des vertus de l'empereur, voilà un exemple détaillé des vertus de l'empereur. C'est la scène que l'on a déjà vue, la scène de Lustratio Exercitus. Alors, l'oustratio, c'est une opération, c'est un geste, une manifestation, un sacrifice aussi, tout à fait précis. Dans le mot lustratio, vous avez le mot appartient à la famille des mots relatifs à lux, c'est-à-dire à la lumière. La lustratio, donc, a quelque chose à voir avec la lumière, et pas du tout avec la purification. L'ouo, qui donne, on va trouver dans le lavabo, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui existe, c'est la purification. Ici, c'est la lux, c'est la lustratio, c'est la célébration, en fait, de la gloire des soldats romains. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'opération qui consiste pour le magistrat à organiser le corps civique. Le magistrat, spécialisé dans cette affaire, qui s'appelle le censeur, une fois tous les 5 ans, range les citoyens romains dans des catégories. Alors, des catégories qui pourront être, par exemple, les groupes électoraux, les curies, les centuries, les tribus, les comices. Le citoyen romain est rangé dans un groupe par le censeur. Mais le censeur va aussi ranger les citoyens dans les groupes composant l'armée. Les soldats romains sont citoyens jusqu'à l'époque de Marius, donc début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Après Marius, tous les soldats romains ne sont pas tous citoyens, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais les soldats romains ont une promesse de citoyenneté. Et donc le censeur range les citoyens dans les groupes composant l'armée, une fois tous les 5 ans, en général. C'est ce qu'on appelle le cens. Mais le général sur le champ de bataille, le général en campagne, c'est un magistrat. L'armée est une institution de la République, hein, une institution civique. Donc l'empereur est un magistrat et il va, au début de chaque campagne, on ne combat pas l'hiver en général. Donc au début de chaque campagne, le magistrat, l'empereur, va ranger les soldats dans des groupes, dans des catégories. Il va procéder donc à une lustratio exercitus. C'est ce que montre cette scène. Et cette scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, se reproduit plusieurs fois, est répétée plusieurs fois sur la colonne. Alors on voit donc l'empereur Trajan en toge, le pan de la toge reposant sur sa tête, ouvrant le moment du sacrifice en faisant une libation. Le tout à l'intérieur du camp. Le dessinateur a pris la peine de retirer une portion de la muraille pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur du camp, évidemment, une portion de la palissade, pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur du camp. On est à l'intérieur du camp, il y a des bâtiments, vous voyez ici, on a disposé les enseignes. Et donc, à l'intérieur du camp, l'empereur commence le sacrifice. Les animaux, les victimes sacrificielles sont amenées auprès du camp. Il y a le taureau dont le dos est couvert d'une bande de laine. Il y a le verra qui est là, dont le dos est couvert d'une bande de laine. Il y a le bélier qui est ici, dont le dos n'est pas vraiment couvert d'une bande de laine parce qu'il y a de la laine partout sur le mouton, évidemment. En tout cas, 3 animaux mâles qui vont être sacrifiés au dieu Mars. Ces animaux sont d'abord promenés autour du camp. On les promène autour du camp et puis ensuite on les sacrifie au dieu Mars. Ce sacrifice, c'est une forme très particulière de sacrifice qu'on appelle le sacrifice des 3 victimes, bélier, taureau et Véra, sous Veta Aurelia. Et ce sacrifice très, très particulier se célèbre au moment d'une opération de lustration. Euh, Donc, on voit ici une illustration des vertus de Trajan, une illustration de la piété de Trajan qui est là, piété de l'empereur qui est célébrée par cette scène. Alors, voilà une photographie qui nous montre la même scène cette scène que l'on vient de voir, la partie droite hein, de la scène. On voit donc la palissade, les bâtiments, les enseignes, les victimes sacrificielles que l'on va promener autour du camp, que l'on est en train de promener autour du camp. Et donc, le sacrifice va avoir lieu dans un silence recueilli. Et pour que le silence recueilli soit effectivement observé, alors on joue de la musique
pour éviter tout bruit parasite que pourraient émettre, par exemple, les victimes sacrificielles, qui doivent être volontaires pour être sacrifiées, mais qui peuvent éventuellement se raviser à l'occasion. Donc, pour éviter ça, on joue de la musique. Donc, voilà la scène de la Lustratio Exercitus qui est représentée sur la colonne. 155 scènes sur la colonne. Ces scènes sont entremêlées les unes avec les autres. Ici, on a une autre scène qui vient s'ajouter, comme si elle se mélangeait avec les précédentes, mais il y a une différence. Cette autre scène, c'est l'empereur Trajan qui est ici, habillé en général, observant un fait divers, quelqu'un vient de tomber de son cheval. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça peut être une anecdote, ça peut être un fait divers sans importance, mais on le représente sur la colonne. Donc c'est forcément un élément qui a de l'importance. Et c'est l'empereur lui-même qui est amené à reconnaître dans ce qui vient de se produire, non pas quelque chose de subalterne sans intérêt, mais qui vient de reconnaître un signe envoyé par les dieux, signe qu'il faut savoir, un signe favorable, évidemment, qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut accepter comme étant un signe. C'est la signification du geste que l'empereur effectue ici en tendant la main droite. Il tend la main droite vers le cavalier et son cheval et il montre qu'il accepte le signe. Et pourquoi y a-t-il un signe? Bien parce que les dieux savent que Trajan est pieux et donc il lui envoie un signe. Et Trajan est pieux et donc il reconnaît le signe. Cette scène de l'Omen, c'est une illustration de la piété du général, de la piété de Trajan. Donc, en quelques centimètres sur la colonne, on a deux illustrations de la piété de Trajan. Et la scène qui suit, qui tourne autour de la colonne, c'est la scène de la harangue de Trajan à ses soldats, qui illustre la vertu de fides, la vertu de fidélité donc, entre le général et ses troupes. Donc, la colonne euh, décrit, évoque et fait l'éloge, exalte en fait les vertus de Trajan. C'est à bon droit la colonne de Trajan. Et cette caractéristique de la colonne, exalter les vertus de Trajan, comme je vais le montrer maintenant pour terminer, eh bien, c'est cela qui explique la survie de la colonne trajane jusqu'à maintenant, alors que le reste du forum de Trajan a disparu. Alors voilà une gravure du XVIe siècle qui nous montre donc la colonne trajane. On sait que la gravure date du XVIe siècle parce qu'elle figure dans une publication qui a été réalisée à Rome en 1575. Euh, Et on sait aussi qu'elle est antérieure, cette gravure, à 1587. 1575, c'est la date de publication. 1587, c'est la date d'installation sur la colonne de la statue de Saint-Pierre. Donc là, on est avant 1587, mais après 1575. Donc on voit qu'à cette époque-là, le forum de Trajan a déjà disparu. On sait qu'il s'est effondré au début du 9e siècle, vers 800, suite à un tremblement de terre. Donc le forum, les bâtiments du forum ont disparu, mais la colonne elle-même est restée en place. Et, euh, et cette gravure nous la montre. Alors, comment expliquer donc cette survie de la colonne? Il y a plusieurs explications tout à fait complémentaires. D'abord, Trajan meurt en 117 après Jésus-Christ et premier choix, première décision importante, les cendres de Trajan vont être déposées dans une urne funéraire, une urne en or, qui sera elle-même installée dans le socle de la colonne. Dans le socle de la colonne, il y a une porte, il y a un escalier. On pratique une petite niche pour y déposer les cendres de l'empereur Trajan dans son urne d'or. Donc la colonne est conservée parce que c'est la colonne de l'empereur Trajan. Elle est conservée par ses successeurs, donc parce que c'est la colonne de Trajan. La colonne est conservée parce que c'est aussi le tombeau de l'empereur Trajan. Il y a l'urne funéraire. Et cette dimension-là explique que la colonne ait été conservée au IIe et au IIIe siècle étant donné que elle est, et même au IVe siècle, étant donné qu'elle a une signification politique, qu'elle a une valeur politique, on pourrait dire, une valeur civique et politique. Donc on comprend pourquoi la colonne a été maintenue après la mort de Trajan par les dynasties qui lui ont succédé. Et puis, à la fin de l'Antiquité, les choses évidemment se compliquent beaucoup. D'une part, c'est
la fin de l'Empire romain, il y a des invasions. On a par exemple au début du 5e siècle les invasions des Visigoths et des Ostrogoths qui déferlent sur Rome et l'urne de Trajan disparaît. Imaginez une urne en or, c'est quelque chose qu'on peut voler facilement, évidemment. Donc l'urne disparaît à ce moment-là. La statue de Trajan disparaît, on ne sait pas bien quand. Et finalement, après ces invasions, que reste-t-il de Rome? Ben, il reste Rome. Il reste l'évêque de Rome, il reste le pape, il reste la Rome chrétienne. Que faire de la colonne Trajane dans la Rome chrétienne? Ça, c'est un vrai problème, parce qu'au fond, Trajan, c'est un empereur romain, c'est un païen, c'est un persécuteur de chrétiens. Bon, il meurt en 117, il n'y a pas eu beaucoup de persécutions des chrétiens en 117 encore, hein. C'est plus tard que les persécutions viendront sur une grande échelle. Et donc, on sait à peu près quelle est la position de Trajan par rapport aux chrétiens. Ça figure dans la correspondance de Pline le Jeune, Pline qui était gouverneur de Bithynie et qui a interrogé l'empereur Trajan justement sur ce sujet. Que faut-il faire des chrétiens? Et Trajan répond, si les chrétiens sont des provocateurs de troubles à l'ordre public, s'ils refusent de célébrer le culte impérial, alors il faut être impitoyable. Mais s'ils ne créent pas de troubles particuliers, il faut les laisser tranquilles. Et surtout, dit Trajan, il faut refuser les dénonciations anonymes. Bon, donc, Trajan, ce n'est pas un chrétien du tout, évidemment. Et donc, dans la Rome des papes, que peut-on penser du forum de Trajan, bon, il finit par s'effondrer, et de la colonne Trajane qui, elle, ne s'effondre pas? Bien, la réponse, on la trouve dans la biographie du pape Grégoire Ier, Saint Grégoire le Grand, qui règne autour de, disons, de 600 après Jésus-Christ. Donc, Saint Grégoire le Grand, c'est un des grands souverains pontifes, un des grands papes des premiers temps de l'Église. Et donc, Grégoire Ier, dans sa biographie, apparaît comme un homme très sage, très pieux, c'est Saint Grégoire le Grand, hein. Et dans cette biographie, qui est une hagiographie en fait, hagiographie qui a été rédigée au 8e siècle après Jésus-Christ, eh bien, dans cette hagiographie, il y a une anecdote qui est racontée. Un jour, Grégoire traverse le forum de Trajan, qui à l'époque n'a pas encore subi les conséquences du tremblement de terre. Il voit il voit les reliefs, il voit les bas-reliefs, il voit peut-être celui qu'on a commenté tout à l'heure, il voit les reliefs de la colonne Trajane aussi. Et Grégoire se rend compte que Trajan, c'est une belle âme de l'Antiquité, pleine de vertus, hein, comme on l'a vu, mais que c'est un empereur païen. Et que donc, en tant que païen, il est promis aux flammes de l'enfer. Et donc, Grégoire, pieux et saint, Grégoire intercède auprès de Dieu pour que Trajan soit sauvé, pour que le cas de Trajan soit réévalué. Et, nous dit la géographie, une voix retentit et vient annoncer à Grégoire que Trajan a été sauvé et qu'il est désormais en paradis. Trajan, seul empereur romain, en paradis. Ça, c'est la géographie du 8e siècle. Si on prend une autre géographie de Grégoire le Grand qui date du 12e siècle, alors là, on voit la même scène, mais avec une explication légèrement différente. Ce n'est pas ce ne sont pas les qualités, les vertus du pape qui obtiennent le salut de Trajan, ce sont les vertus de Trajan qui permettent à Trajan d'être sauvé et d'être le seul empereur romain entrant en paradis. Quoi qu'il en soit, la colonne Trajane dans la Rome des papes ne pose pas de problème, puisque c'est la colonne de l'empereur Trajan, que l'empereur Trajan, c'est une belle âme de l'Antiquité, et qu'il a été sauvé et il est présentement en paradis. On conserve donc la colonne sans y toucher, sans lui apporter le moindre préjudice. Ce à quoi s'ajoute, au XIIe siècle, la création à Rome d'un pouvoir municipal, ce que les historiens appellent une commune. Donc un pouvoir municipal s'installe à Rome sur la colline du Capitole, justement. Et donc, à un moment donné, une question se pose à la municipalité de Rome, c'est de savoir à qui appartient la colonne. Et parce que au pied de cette colonne, on a construit une église, l'église Saint-Nicolas de la Colonne, dont vous voyez ici euh, l'entaille qui a été faite dans le marbre antique pour y installer le toit pour le moment de l'église. Bon. Eh bien, cette colonne jouxte l'église Saint-Nicolas de la Colonne, et donc le Sénat de Rome, le conseil municipal de Rome, si on veut, reconnaît la propriété de la colonne à l'église. Mais, dit-il, il faut euh, conserver la colonne, il faut protéger la colonne, il faut sauver la colonne. Et pourquoi? Pour sauvegarder l'honneur de la ville de Rome.
Par conséquent, la colonne Trajane ne devra jamais être abattue ou endommagée, mais elle devra rester telle qu'elle est pour toute éternité, pour l'honneur du peuple romain, entière et intacte, aussi longtemps que la terre durera. Quiconque attentera à l'intégrité de la colonne sera condamné à mort et ses biens seront confisqués. Donc la colonne devient non plus la colonne de l'empereur, une colonne officielle de l'Empire romain, elle n'est pas seulement la colonne d'une belle âme de l'Antiquité, elle est désormais un symbole de Rome, non pas de l'Empire romain, mais un symbole de la ville de Rome. Et donc, en tant que telle, il faut la conserver, il faut la protéger, il faut l'entretenir. Et c'est ce qui explique donc la survie de la colonne Trajane jusqu'à nos jours. Ce sont les mérites de Trajan qui ont fini par faire de la colonne un emblème que l'on conserve à Rome. Et donc, voilà, c'est sur cette constatation-là qu'on peut en rester. Que sait-on exactement de l'empereur Trajan? Les sources antiques et médiévales sont unanimes. C'est une belle âme de l'Antiquité, remplie de vertus. C'est l'empereur qui réalise l'extension maximale du territoire de l'Empire romain, oui, mais c'est aussi une belle âme, Optimus Princeps, le meilleur prince. Bien. Que sait-on de l'empereur Trajan? Euh, donc toutes les sources sont absolument unanimes sur cette question-là. Mais il n'y a pas beaucoup de sources, en fait, de sources narratives directes concernant l'empereur Trajan. Pour les empereurs du 1er siècle, des empereurs comme Tibère, comme Caligula, comme Néron, il y a des sources. Il y a par exemple Suétone, les biographies impériales de Suétone, les vies, les 12 Césars. Suétone nous donne plein d'informations, plein de renseignements, plein de faits précis relatifs à ces empereurs romains. Suétone était quelqu'un de très bien renseigné, donc il y a beaucoup de détails qui nous sont apportés par Suétone, mais Suétone était aussi, euh, on pourrait dire, une langue de vipère, et donc qui nous donne beaucoup de détails croustillants qui ne sont pas forcément absolument fiables. Mais on a beaucoup de renseignements sur les empereurs du 1er siècle, chez Suétone. On en a beaucoup aussi, pour certains d'entre eux tout au moins, chez Tacite par exemple, ou chez Dion Cassius. Euh, pour les empereurs du IIe siècle et pour Trajan, Suétone n'est pas disponible puisque les biographies de Suétone s'arrêtent avec l'empereur Domitien, donc il ne va pas plus loin. Euh, les, euh, les historiens comme Tacite et Dion Cassius ont écrit une œuvre nourrie qui n'a été que partiellement conservée. On n'est pas sûr que Tacite ait écrit quelque chose sur l'époque où il vit lui-même. Dion Cassius, qui vit un peu plus tard, a écrit certainement sur le règne de Trajan, mais la partie de l'histoire romaine de Dion Cassius concernant cette période-là n'est pas conservée. Et donc, on manque un petit peu d'informations directes sur Trajan. Il y a bien eu un recueil de biographie impériale qui a été composé par Marius Maximus, qui vit à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, une sorte de continuateur de Suétone, mais le texte de Marius Maximus n'a pas été conservé, donc on ne sait pas ce qu'il pouvait dire de Trajan. Donc on n'a pas beaucoup de détails sur Trajan lui-même, et rien ne permet de mettre en doute, à proprement parler, ce que disent les sources à propos des vertus éminentes de l'empereur Trajan. Alors on dira, mais tout ça, c'est l'effet de la propagande. Mais il y a propagande et propagande. La propagande est efficace lorsqu'elle ne nie pas effrontément la réalité. Une propagande bien conçue et subtile amplifie certains aspects, mais ne contredit pas complètement la réalité. C'est probablement ce qui s'est passé avec Trajan. Euh, Lorsqu'on lit par exemple la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan, ce qui frappe, c'est le ton très simple et très modéré des réponses de Trajan aux lettres de Pline. Réponses qui ont peut-être été réécrites par Pline, possible. Mais enfin, c'est ça qui frappe. Donc rien ne permet de douter vraiment de l'unanimité de nos sources qui font l'éloge de l'empereur Trajan. Et donc j'en resterai à ce texte d'Eutrope, qui est très postérieur à Trajan. Il date de 370, c'est-à-dire 250 ans après Trajan. Et Eutrope nous dit ceci: Trajan mourut à l'âge de 63 ans, 9 mois et 4 jours, après un règne de 19 ans, 6 mois et 4 jours. Mis au rang des dieux, seul de tous les empereurs, il fut enseveli dans l'enceinte de Rome. Ses cendres, renfermées dans une urne d'or, furent déposées dans le forum qu'il avait construit, sous une colonne de 144 pieds de haut. Sa mémoire est restée si vénérée que, de nos jours encore, à l'avènement d'un empereur, les seules acclamations dont le Sénat s'empresse de le saluer, c'est qu'il soit plus heureux qu'Auguste et meilleur que Trajan. Telle est l'idée glorieuse qu'on se faisait de sa bonté,
qu'à l'adulation comme à l'éloge sincère, elle offrait le modèle le plus accompli. Et voilà donc comment on peut terminer cette réflexion sur la colonne Trajane. C'est un monument qui est tout à fait extraordinaire parce que il est en bon état, alors que tout autour de lui a changé, hein, comme on le voit sur cette photographie. C'est un monument qui est tout à fait intéressant par le programme iconographique qu'il présente et qui n'est pas ce qu'on pourrait croire à première vue, qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Et c'est un monument dont l'histoire même est tout à fait intéressante aussi. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, évidemment, de vous proposer cette présentation détaillée de la colonne Trajane. Et si vous passez à Rome, eh bien, allez donc voir la colonne Trajane. Alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que non seulement il y a les travaux d'Anastilose sur la basilique Ulpia, mais il y a aussi la construction du métro. Et donc toute cette zone, en ce moment, est un vaste chantier de construction de la ligne de métro, la ligne qui passe sous la zone archéologique, hein, à la grande profondeur, donc qui est en cours de construction aujourd'hui pour encore un laps de temps important probablement. Et néanmoins, la colonne Trajane est quand même accessible. On peut contourner les palissades du chantier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.